Merci d'être venu tout le monde. Monsieur Pierre Trudel aussi, merci. Merci tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vais vous entretenir au sujet de la qualification juridique des actifs numériques. Donc, dans une ébauche de réflexion positiviste droit comparé. Nous allons commencer. Je vais commencer par définir la problématique de la thèse. Ensuite, énoncer mes questions générales de recherche. Ensuite, entrer dans le vif du sujet, qualification juridique des actifs numériques. On va voir comment les différentes juridictions ont qualifié, défini les actifs numériques. Également, voir les différentes pistes de solutions que ces juridictions-là ont entreprises. Ensuite, s'il nous reste du temps, on va glisser quelques mots sur notre cadre théorique et méthodologique de recherche. Donc, on commence avec la problématique. Donc, comment est-ce que j'ai eu l'idée de travailler sur ce sujet-là? En fait, c'est bien simple. Je pratique à Saint-Léonard. En fait, je suis notaire inscrite à la Chambre des notaires depuis 2009 et je pratique beaucoup en droit des successions. Et dans le cadre de ma pratique, ce que j'ai vu beaucoup, c'est qu'il y avait des dossiers où il y avait des actifs numériques et le liquidateur, il était bloqué à l'étape de l'invention, de la confection de l'inventaire. On était incapable de dresser l'inventaire étant donné que le liquidateur ne pouvait pas accéder aux actifs numériques. Également, le droit positif québécois était confronté en fait à la réglementation d'Internet, politique d'utilisation de différents réseaux sociaux, de comptes courriels et autres FSI, autres actifs numériques. Et nous avons remarqué, donc j'ai constaté un problème au niveau de la qualification des actifs numériques. Le droit ne définit pas spécifiquement en quoi ça consiste. On a plusieurs termes qui sont couramment utilisés. Quand on regarde le droit au niveau, dans la littérature américaine, on a data, digital assets, on a plusieurs autres termes qui sont employés sans qu'il y ait un consensus sur la définition. Ici, également dans notre littérature québécoise, il n'y en a pas. Donc, qu'advient-il de ces données numériques-là au décès de l'usager? Est-ce que ces actifs-là sont transmissibles à son décès? De quelle façon? Est-ce qu'il y a des droits qui sont transmissibles? Ce sont là les questions auxquelles la thèse tente de répondre. Ceci étant dit, la première question qu'on se pose ici, c'est de déterminer quelle est la nature des droits se rattachant aux actifs numériques du défunt. Donc, la première question qu'on se demande, quelle est la nature des droits? Est-ce qu'il s'agit des droits de propriété intellectuelle? Est-ce qu'il s'agit des droits d'accès? Est-ce qu'il s'agit de droits de créance? Est-ce qu'il s'agit d'autres types de droits? Donc, la thèse va tenter d'identifier l'ensemble des droits qui grèvent sur les actifs numériques. Également, il y a des droits qui sont transmissibles, il y a d'autres droits qui ne sont pas transmissibles. On va identifier ceux qui sont effectivement transmissibles. Dans un deuxième temps, une fois que nous avons défini, qualifié la notion d'actifs numériques, on va se demander si le corpus législatif québécois est compatible avec la réglementation d'Internet en ce qui concerne le régime de transmission à cause de mort des actifs numériques. Je m'explique. Tantôt, je vous ai mentionné que le droit québécois, le corpus législatif québécois continue de s'appliquer. On n'invente pas, on sait que le droit commun s'applique autant à l'environnement physique qu'à l'environnement Internet. Donc, les concepts de droit civil continuent de s'appliquer. Ce qui pose problème, c'est au niveau technique, la réglementation technique. Le liquidateur qui essaie d'exercer la saisine fait face à différentes normativités techniques, comme les politiques d'utilisation des FSI, qui ne permettent pas, qui ne donnent pas des droits d'accès direct à une tierce personne, outre que l'usager qui est décédé. Donc, on se demande s'il va y avoir une transmission, oui. Comment se déroulera cette transmission des actifs numériques? Donc, vous avez compris que dans le cadre du présent séminaire, on va plus se concentrer dans la première question, étant donné que nous sommes limités par le temps. La deuxième question également fera l'objet de notre thèse.
Nous avons consciemment choisi la notion d'actif numérique. Vous allez me dire pourquoi vous avez choisi la notion d'actif numérique. Vous avez plusieurs, il y a la notion on peut utiliser, on aurait pu choisir bien numérique, patrimoine virtuel, ou on a d'autres notions qui sont semblables. La raison étant simple, certains, comme on dit, actifs numériques, ça comprend autant les droits patrimoniaux que les droits extra-patrimoniaux, également les droits de propriété intellectuelle. Alors que si nous avions uniquement choisi le bien numérique, ben, on serait limité avec des droits patrimoniaux et des droits extra-patrimoniaux. Donc, notre volonté était de rester dans le large, donc c'est pour ça que nous avons choisi les actifs numériques. Également, nous allons voir un peu plus tard que dans le droit anglais européen, nous avons également fait référence aux données numériques. Donc, nous postulons que certaines données personnelles comportent une valeur économique intrinsèque qui fait en sorte que nous sommes capables de qualifier les données personnelles à titre d'actifs numériques, donc à titre de biens, mais de nature sui generis. Donc, c'est une nature qui est particulière. Pourquoi également nous avons choisi d'identifier certains actifs numériques? Donc, premièrement, nous sommes limités par le nombre de pages, la thèse. Également, nous voulons se concentrer sur ceux qui posent effectivement une problématique. Si je vous dis les textes, vous savez bien qu'il s'agit des droits de propriété intellectuelle si les conditions d'œuvre originale sont remplies. Donc, il n'y a pas vraiment de problème de qualification au niveau des textes. Mais quand je vous dis le Bitcoin, toutes les sortes de monnaies numériques ont plusieurs droits qui gravitent autour. Donc, c'est un phénomène, une bibite qui est un peu plus complexe, donc qui mérite d'être examiné. Également, nous allons voir les sites web. Également, les sites web ont une nature mixte également. Nous avons les comptes de réseaux sociaux, Facebook, donc on a une panoplie d'informations qui sont répertoriées dans ces comptes-là. Les noms de domaine, ensuite les comptes courriels, ensuite le stockage distant, l'info nuagique et les jeux en ligne. Donc ce sont là, nous nous sommes limités à analyser la nature des droits qui gravitent autour de ces types d'actifs numériques-là. Ça, c'était pour notre première question de recherche. Pour notre deuxième question de recherche, nous avons décidé d'examiner la compatibilité. Je tiens à vous dire que pour la première question, notre volonté, c'était de vérifier la thèse de l'existence juridique des actifs numériques. Donc, nous postulons que les actifs numériques existent sur le plan du droit civil. Ici, la deuxième question, au niveau de la compatibilité, nous postulons que la liquidation des droits successoraux numériques est possible. La transmission est possible. Il s'agit de voir comment, de quelle manière. Donc, si nous arrivons à la conclusion qu'il y a une compatibilité entre le corpus législatif québécois et la réglementation d'Internet au niveau de la liquidation des droits successoraux numériques, nous allons pouvoir formuler une série de recommandations dans notre thèse. Et voilà l'occasion de saisir l'opportunité d'offrir une liquidation plus harmonieuse des actifs numériques. Donc, je reviens au début de ma présentation. Je vous ai mentionné la problématique à laquelle les praticiens faisaient face concernant la liquidation des droits numériques par le liquidateur de la succession. Donc là, on va pouvoir assurer une liquidation plus harmonieuse autant au niveau des actifs traditionnels que les actifs numériques. Également, nous allons avoir des précisions, des clarifications au niveau des règles régissant la saisine. Vous savez que maintenant, il y a le chapitre de droit des successions qui s'applique, également le droit des contrats, le chapitre concernant les règles, concernant l'administration du bien d'autrui qui s'applique, mais également toute la réglementation d'Internet que nous devons tenir compte. On va essayer de faire un arrimage, une lecture entre les deux types de réglementation. Ensuite, si nous arrivons à la conclusion qu'il y a une incompatibilité, à ce moment-là, nous allons également faire des recommandations, formuler des recommandations au niveau, bon, est-ce qu'il y a une opportunité ou non d'instaurer un cadre législatif qui serait applicable aux actifs numériques. Sur ce, il y a eu l'adoption de projets de loi pour une république numérique en France. La France qui a adopté un régime spécifique
qui s'applique au traitement des actifs numériques. Qu'advient-il des données numériques du défunt de l'utilisateur à son décès? Est-ce qu'il y a des droits d'accès? Comment fonctionne le traitement de ces données-là? Donc, on va essayer de voir à l'aide du droit comparé si on peut tirer des concepts du droit français, l'intégrer dans nos droits québécois. Si ça serait possible de le faire, de quelle façon? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Également, bon, ça serait quoi? Seulement, on va réfléchir, hein? Ça serait l'objet de notre thèse, mais on va seulement réfléchir sur l'opportunité. Est-ce qu'il y a, ça serait possible de modifier les règles concernant l'administration du bien d'autrui ou établissement d'une loi spéciale. Ça, c'est le cas on va voir plus tard, en droit suisse, il y a eu cette approche-là. Mais on va revenir là-dessus. Ceci étant dit, nous avons maintenant prendre connaissance plus spécifiquement des différentes juridictions qui ont étudié cette question-là, la qualification juridique des actifs numériques. Donc, on a le droit américain, le droit anglais, nous avons le droit européen, nous avons le droit canadien. Donc, nous allons commencer avec le droit américain. Donc, le droit américain, premièrement, certains auteurs ont qualifié, bien sûr, que les actifs numériques constituaient des droits de propriété. Donc, ça ne vous surprend pas, donc, avec l'approche américaine. Les auteurs ont déterminé que c'était des droits de propriété selon les classifications de droit américain. D'autres auteurs sont allés plus loin, ont dit que, bon, il y a les sous-catégories de droits de propriété. Au niveau des droits de propriété, on a real property and personal property. Et dans le personal property, on a intangible personal property et tangible personal property. Les auteurs ont fait la distinction, sont allés dans les deux sous-catégories des droits de propriété, ont donné comme exemple le courriel, des documents. Donc, le critère était de dire que la version numérique de l'information, la version contenue dans l'ordinateur, est-ce que cette version-là, elle est imprimable ou pas? Si elle est imprimable, les auteurs ont dit qu'il s'agissait d'un tangible personal property. Comme exemple, on avait les documents, on avait les photos, les courriels. Par contre, sur le courriel, il y a un flou encore, un flou juridique. On ne sait pas si effectivement il s'agit d'un intangible ou de tangible personal property. Il y a un flou à ce niveau-là. Également, d'autres auteurs ont mentionné qu'il s'agissait d'un probate property et certains auteurs ont opiné que plusieurs États ont adopté des législations internes expressément indiqué qu'il s'agissait de probate property, comme l'État d'Idaho, par exemple. Également, des droits de propriété intellectuelle. Sur ça, je ne vous apprends rien. Il s'agit de droits de propriété intellectuelle. Si l'œuvre rencontre les critères, le travail intellectuel rencontre les critères d'une œuvre originale, qui peut être fait soit sur un site web, soit sur un compte Facebook. On peut imaginer plusieurs scénarios à ce niveau-là. Également, des droits d'accès ou d'usage. Certains auteurs ont opiné que par le fait même de cliquer « I agree »,« j'accepte », il y a un contrat qui se forme, un contrat de licence qui octroie des droits d'usage, des droits d'utilisation, des droits d'accès directement à l'utilisateur. Ici, en fait, c'est un peu le nœud du problème dans nos thèses. Si la personne est décédée et qu'on ne peut plus accéder à son compte, étant donné que le contrat ne le permet pas, qu'est-ce qu'on fait? Le droit positif, est-ce qu'il nous le permet? Est-ce que c'est ça qu'on va examiner? Bon, peut-être que je ne devrais pas le mentionner, mais je vais le mentionner quand même. Il y a un courant minoritaire qui considère qu'il s'agit d'un droit fondamental, tout comme le droit européen. Ça, ce n'est pas le courant majoritaire. Donc, on va continuer avec...
avec le droit anglais. Ah, super, ça fonctionne. Pardon? OK, on va couper. OK. Donc, pour le droit anglais, c'est contrairement au droit américain, constate qu'il s'agit des droits de personnalité. En fait, la législation anglaise ne prévoit pas de traitement juridique en ce qui concerne l'encadrement des données numériques au décès de l'usager. Tout ce qu'il y a un traitement avant le décès, mais après le décès, il y a un silence. Le courant majoritaire parle de droit de la personnalité. En ce qui concerne le droit européen encore, c'est un droit fondamental. On considère que les actifs numériques constituent un droit fondamental en ce qui concerne la qualification. Maintenant que nous avons examiné les différentes interprétations qu'ont données les législations aux actifs numériques, on va regarder les différentes pistes de solutions qui ont été adoptées. Mais juste avant, on va regarder le projet de loi. J'aimerais lire quelques articles du projet de loi pour une république numérique parce que c'est ce projet de loi qui a été adopté en juillet dernier concerne directement notre sujet, donc notre sujet thèse. Donc, ça serait intéressant de lire quelques dispositions de cet article-là. Donc, il y a le principe de la portabilité des données qui est consacré à l'article 21. Donc, c'est l'article 21 qui accorde à l'utilisateur le droit d'obtenir du responsable d'un traitement copie de données le concernant. Donc, il y a une possibilité qui est là à l'article 21. Également, bon, le texte aménage des mesures concernant la protection des données personnelles à la survenance du décès. Il y a également l'article 32 qui est fort intéressant pour nous. Je lis textuellement. Donc, toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ces données à caractère personnel à son décès. Donc, la loi permet à ce qu'une personne de son vivant puisse donner des directives, soit générales ou spéciales, sur la communication et l'accès, l'effacement, l'accès de ces données personnelles. La façon que ça fonctionne, la personne donne ses directives de son vivant. Également, ça peut être publié dans un registre d'un tiers, auprès d'un tiers de confiance. Et les références aux directives générales et le tiers de confiance sont inscrites dans un registre unique. On peut un peu comparer ça au RTMQ, le registre des testaments mandats du Québec. Nous, quand on reçoit comme notaire un testament, on donne référence de l'inscription dans ce registre-là. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe si dans les directives, la personne ne donne pas un pouvoir spécifique, ne désigne pas une personne spécifiquement pour lui donner des droits d'accès? La loi prévoit que de facto, par défaut, ce sera les héritiers qui vont pouvoir accéder au compte du défunt. Si jamais il y a une absence de directive, si jamais la personne n'a aucune directive en ce sens, mais au paragraphe 3, on stipule, en l'absence de directive ou de mention contraire dans les dites directives, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer, après son décès, les droits mentionnés à la présente section, en fait, pour pouvoir régler la succession, liquider la succession et procéder à la clôture du compte. Ce que j'aime bien également, au paragraphe 2, on dit expressément que toute clause contractuelle des conditions générales d'utilisation d'un traitement portant sur des données à caractère personnel, limitant les prérogatives reconnues à la personne en vertu du présent article est réputée non écrite. Donc, tantôt, on mentionnait qu'il y avait une controverse, en fait, une incompatibilité, parce que les politiques d'utilisation des FSI ne permettaient pas d'avoir un droit d'accès. À ce moment-là, ça vient de régler la question en
partie, en fait. Donc, voilà un exemple de législation qui résout le problème, jusqu'à quel point on verra, mais qui tient compte du problème. Ici, la thèse viendra vérifier pourquoi le législateur québécois n'a pas jugé bon de faire la même chose et peut-être tirer des concepts de droit français, voir l'opportunité d'intégrer ou pas. Le droit suisse adopte, outre le droit français, le droit suisse adopte une autre approche. Ça serait de compléter le chapitre du droit des successions de façon tout simple. Donc, en proposant de compléter le droit des successions afin que les données personnelles et droits d'accès numérique fassent partie de la succession du défunt. Donc, seulement un prolongement de droit des successions. Derrière cette rationalité-là, on postule que il y a une existence de la vie numérique et c'est un prolongement de la vie réelle de manière à encadrer la mort numérique dans les mêmes conditions que la mort physique. Donc, c'est un prolongement de la vie. Donc, c'est comme ça que le droit suisse le voit. Maintenant, les pistes de réflexion. Donc, OK, donc on va revenir là-dessus. Donc, pour le droit canadien, c'est le droit à l'autonomie, donc droit de contrôler ses informations. Et pour le droit québécois, mais on rejoint le courant majoritaire européen, donc il s'agit des droits de la personnalité. Bon, pour les pistes de solution en droit américain, ce qui s'est passé, c'est que on est quand même assez chanceux parce que c'est riche de littérature. Et les Américains ont écrit beaucoup sur le sujet. Et on peut voir qu'il y a eu des initiatives législatives également pour encadrer le problème de la controverse de l'interdiction des droits d'accès au moment du décès du défunt. Donc, on a le UFADA, le Uniform Fiduciary Access to Digital Asset Act, qui était une première initiative législative du côté américain. L'objectif était de conférer aux fiduciaires des pouvoirs exprès d'accès, de contrôle et de reproduction des actifs numériques de l'usager, tout en assurant la protection de la vie privée. Il y a eu plusieurs discussions et cette tentative-là a échoué. En fait, il y a eu plusieurs motifs qui ont amené sa mise en échec. Premièrement, il y a eu des résistances fortes de la part de Yahoo, Google, Facebook qui ont montré, puis il y avait aussi des préoccupations au niveau de la vie privée. Et il y a eu une deuxième tentative après cet échec-là, le PAC, qui est le Privacy Expectation Afterlife and Choices Act, qui était une deuxième tentative. Il y a eu une mise en échec de cette tentative également. Également, il y a eu le Revised UFADA, également, qui a échoué. Donc, du côté américain, ça se résume un peu à ça. Du côté canadien, la conférence pour l'harmonisation des lois au Canada s'est inspirée de son homologue américain pour pouvoir mettre sur pied un projet de loi qui est toujours en confection, en fait. Il y a eu, il y avait aussi une question d'accorder aux fiduciaires des droits d'accès direct au compte du titulaire à son décès, avec une possibilité de prévoir un mécanisme d'opting out. Voilà, donc il s'agit là des développements au niveau législatif. Donc, le droit français, on en a parlé, le droit canadien. Maintenant, au niveau de mon cas théorique et méthodologique, donc je vais glisser juste quelques mots là-dessus. Donc, je rappelle que les deux questions de recherche, c'est quelle est la nature des droits se rattachant aux actifs numériques défunts? Et deuxième question, est-ce que le corpus législatif québécois est compatible avec la réglementation d'Internet concernant le régime de transmission à cause de mort des actifs numériques du défunt?
Donc, principalement, on va identifier la méthode positiviste concernant la première partie. La première partie de la question, on postule que le droit civil s'applique. Hein? On rattache aux actifs numériques des notions de droit civil, les droits patrimoniaux, les droits extra-patrimoniaux, droits de propriété intellectuelle. Donc, on juge qu'on pourra résoudre la problématique en se référant à l'ensemble du corpus législatif québécois. Également, on a le Code civil, on a la loi sur le droit d'auteur. Ensuite, nous allons également faire référence aux droits comparés américains, anglais, français, européens. Pourquoi? Pour pouvoir résoudre la deuxième question de recherche au niveau de la transmission, le régime de transmission. Vous savez que le législateur québécois n'a pas prévu une loi spéciale concernant le traitement de la question. On va aller voir si d'autres législations ont prévu, comment on intégré cette notion-là. Également, voir l'opportunité d'intégrer des notions de droit étranger dans notre droit. Également, je vais ajouter également la théorie des réseaux qui s'intègre dans le courant du pluralisme juridique. Je trouve que c'est important d'aller chercher pour pouvoir étudier tout l'ensemble de la réglementation d'Internet. Donc, on va étudier plusieurs types de réglementation. Je pense notamment aux politiques d'utilisation. Également, donc différents types de politiques d'utilisation. On pense à Facebook, on pense à Yahoo pour Microsoft, on pense à Dropbox, différents outils, instruments juridiques, les pratiques, les best practices. On va aller voir comment est-ce qu'on peut répondre à la question à l'aide de ces instruments-là. Je trouve que ce serait intéressant de lire le texte de Jacques Chevalier qui illustre bien, en fait, la situation dans le cyberespace. Donc, je cite, ouvre les parenthèses, « On assiste à l'émergence d'une conception différente du droit, marquée par le reflux des éléments de contrainte et d'unilatéralité. Les commandements traditionnels tendent à faire place à des techniques plus souples et relevant d'une certaine direction juridique non autoritaire des conduites. Les textes indiquent des objectifs qui seraient souhaitables d'atteindre, fixent des directives qui seraient opportunes de suivre, formulent des recommandations qui seraient bon de respecter, mais sans pour autant leur donner force obligatoire. Si norme il y a, elle n'a plus de caractère impératif et son application dépend non plus de la soumission, mais de l'adhésion des destinataires. » Donc, l'environnement Internet est bien représentatif de cette perspective du droit. Donc, nous postulons que nous allons nous référer autant aux normativités techniques qu'aux normativités étatiques pour pouvoir répondre à nos questions. Pour terminer, donc voilà quelques-uns des objectifs que la thèse tentera d'apporter dans le cadre de notre thèse. Merci de votre attention.